Alors, on passe au paragraphe 4.4, étude de deux solénoïdes couplés. Donc, maintenant qu'on a, disons, mis en évidence ce coefficient d'induction mutuelle, on va voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue électrique. C'est-à-dire, si j'écris les lois des mailles, lois des nœuds, etc., qu'est-ce que ça va apporter? Jusqu'à présent, on avait bien vu l'importance du coefficient L, du coefficient d'auto-induction, mais qu'est-ce que ça peut... voilà, quel type d'équation, à quel type d'équation ça va aboutir? Donc, voilà, étude de deux solénoïdes couplés. Alors, je reprends ici mes deux solénoïdes, le bleu et le vert, d'accord? Alors, cette fois-ci, donc, j'ai mis sur le bleu, celui de gauche, j'ai mis donc un générateur, en représentation de Thévenin, donc F et M, E indice G, résistance interne R indice G, d'accord? J'ai le solénoïde ici. Alors, on rappelle que le E1, il est orienté dans le sens des contours sur lesquels on calculerait le flux dans les spires, et que pour que le L, le coefficient d'auto-induction, soit positif, il faut que les I1 soient dans le sens de C. Donc, au final, j'ai simplement besoin de retenir que le E1, la F et M, ici, E1, voilà, la flèche de la F et M, voilà, cette flèche-là, elle doit être dans le sens de I1. Donc, quand I1 arrive, I1, il est bien comme ça. Voilà. Donc, finalement, on peut oublier un petit peu C. Voilà. Et voilà, il faut simplement se rappeler que E1, la flèche de 1 est dans le sens de I1. Et évidemment, pareil pour E2 et I2. Voilà, donc j'ai la même chose ici à droite, enfin presque. Donc j'ai mis ici soit un oscilloscope aux bornes de la bobine. D'accord, donc c'est une manip qu'on peut tout à fait faire. Voilà, vous avez un GBF. Bon, ça, c'est un GBF. Voilà. Une bobine que vous avez utilisée, la bobine cubique, là, d'accord. Et puis vous approchez une autre bobine cubique, voilà. Et puis on branche un oscilloscope aux bornes de la deuxième bobine. Soit on va mettre une résistance. Alors, on peut toujours regarder l'oscilloscope pour voir ce qui se passe dans la résistance. Mais enfin voilà, soit on met que l'oscilloscope, soit on met, mettons, la résistance et l'oscilloscope pour mesurer. Voilà. Alors ça c'est notre configuration, on va dire, entre guillemets, physique. Alors, d'un point de vue électrique, qu'est-ce que ça donne? La bobine, on vient de voir qu'elle était, donc... donc ici, je le réécris simplement, en fait. Je le réécris simplement. Donc, j'ai E1 dans le sens de I1. Ça, c'est la résistance donc, du solénoïde, EG, RG. D'accord, voilà. Et puis ici, j'ai E2 dans le sens de I2, R2. Voilà, évidemment, s'il y a un oscilloscope, donc le courant, il vaut 0. Voilà, simplement, je le réécris comme ça. Bon, et puis, il faut se souvenir donc, de ce que vaut E1, de ce que vaut E2. Je crois qu'on l'a écrit au précédent paragraphe. Voilà, donc on note ça, d'accord? Voilà, et puis, on va appliquer la loi des mailles. Alors, on va commencer simplement par la deuxième ici. Alors là, si je fais l'expérience avec l'oscilloscope, qu'est-ce que ça me donne? Alors j'ai mis le point rouge et le point noir pour voir vraiment la tension que je visualise. Donc ici, le V oscilloscope, je vais mettre un petit V. OK, il n'y a pas de courant si je branche un oscilloscope. Enfin, l'oscilloscope est idéal. J'ai un circuit ouvert ici, donc j'ai pas de courant. Donc la tension borne rouge moins borne noire, c'est E2 de T, d'accord? Et donc ce E2, à ce moment-là, et E2, c'est moins D sur dt, donc 2 phi2, d'accord? Et le phi2, on avait vu, donc d sur dt, de L2 I2 plus M I1, c'est le coefficient d'induction mutuelle, ok? Donc le I2 ici vaut 0, et si je suppose que j'alimente que mon I1 est différent de 0, ça fait M D2I1 sur dt. Voilà, c'est ce qui est mesuré par l'oscilloscope. Voilà, donc au niveau de l'oscilloscope, on a moins M D2I1 sur dt. Ça veut dire que potentiellement, on peut mesurer ce M. Il faudrait avoir le I1 en même temps, etc. Voilà, mais on peut... on va prendre des courants alternatifs, sinusoïdaux, etc. Voilà, donc on a accès à M. Voilà, d'accord? Voilà, donc ça c'était dans le cas donc, où on avait mis l'oscilloscope à droite. Ouais, ça permet donc de mesurer M. L, vous avez vu comment on pouvait le mesurer par ailleurs, avec des manips de RLC, etc. Alors maintenant, je suppose que j'ai mis une résistance R, donc on va faire notre loi des mailles.
Hein, alors, je vais effacer ça au préalable. Voilà. Alors, la loi des mailles. Cette tension, plus celle-là, plus celle-là. Voilà. Donc, ça vaut 0. Alors, je vais le réécrire ici. Hop là. Loi des mailles, donc sur le circuit 1. Hein. Ce qui me fait donc... Alors, je l'écris toujours comme ça. Voilà. Bon, alors commençons par EG. EG plus E1. D'accord. Moins R1, I1. Puisque les deux flèches sont dans le même sens. Et le I1, il revient comme ça. Hein. Moins RG, I1 égale 0. Voilà. Et pour l'autre circuit, ok. On va effacer un peu ça. On y voit clair. Voilà. Donc, on va... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Toc. Ok. Voilà. Voilà. Alors, ça nous fait cette tension-là, plus celle-là, plus celle-là. Voilà. Égale 0. Donc, voilà, si je commence... Alors, le I2, il est comme ça. Le I2, il est comme ça. Donc, bon, je vais commencer par E2. Ça sera plus cohérent avec ce qui est au-dessus. Alors, je vais commencer par E2. Ici, E2. Moins R2, I2. D'accord. Et ici, encore, moins grand R, I2. Voilà donc nos équations, nos deux lois des mailles. Hein. Voilà. Alors, comment je vais réécrire ça? Bon, ben... On a E1 égale moins D sur dt, donc de phi 1. D'accord. Ce qui nous fait donc moins D sur dt. Donc, il y a deux termes. Hein. Je le rappelle, c'est le phi 1, 1 et puis le phi 2 vers 1. Hein. Et donc, ça nous fait L1, I1 plus M, I2. Si on regarde ce qui a été écrit précédemment, d'accord. Voilà, donc ça me fait moins L D2I1 sur dt, moins M D2I2 sur dt. Et puis E2, pareil, hein, ça me fait moins D sur dt de phi 2. Donc moins D sur dt, le flux propre, hein, plus le flux extérieur avec le même coefficient. Voilà, ce qui nous fait moins L1, pardon, moins L2, D2I2 sur dt, moins M, D2I1 sur dt. Bon, c'est pas mieux. C'est I2. Voilà. Voilà. Donc, on va réinjecter ça là-dedans, dans les premières équations. Hein. Ça va me faire, alors, EG, hein, moins L1 D2I1 sur dt, moins M D2I2 sur dt, moins R1 plus RG, facteur de I1, voilà pour la première équation. Et puis la deuxième, E2, donc moins L2 D2I2 sur dt, moins M D2I1 sur dt, moins R2 plus R, I2 égale 0. Voilà, donc j'ai du I1, j'ai du I2. Alors, comment est-ce que ça peut un petit peu se réécrire? On va bien sûr passer tout ce qui est en moins, on va le passer à droite pour que ce soit en plus, et puis je vais le réécrire à gauche. Hein, donc, ça fait L1 D2I1 sur dt, plus R1 plus RG I1, hein, plus M I2, égale G de T, bien sûr, d'accord. Et puis ici, j'ai un L2 D2I2 sur dt, hein, plus R2 plus grand R I2, voilà, plus M, alors j'ai oublié la dérivée ici, que je vais réécrire,
d de I2 sur dt et m d de I1 sur dt égale 0. Voilà, donc, bon, on est habitué, hein, ça nous fait deux équations à deux inconnus. Hein. Voilà, donc ça, on dit que c'est le terme de couplage. Hein. C'est le terme de couplage entre les variables I1 et 2. Donc, si on éloigne suffisamment les bobines, bon, vous doutez que le M, bon, il va diminuer. Bon, en gros, après être négligeable, tendre vers 0. Et on se retrouve avec une simple bobine. Hein. D'un côté, relié à un générateur, de l'autre côté, relié à rien du tout. Donc, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Hein. Voilà. Alors ensuite, bon... alors comment il faut résoudre ça? Ben, on sait faire, hein, on a au moins une méthode. On isole, par exemple, I1 de l'une, hein, et on le réinjecte dans l'autre. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y aura de mieux à faire ici dans les systèmes couplés, on va dire comme ça. Mais voilà, là, je peux par exemple sortir ce D de I1 sur DT ici, en fonction de I2, et je le réinjecte dans la première, en ayant pris soin, évidemment, de dériver la première, d'accord? Parce que sinon, je ne peux pas réinjecter la dérivée. Hein. Ce qui va me donner une équation donc, du second ordre, voilà, un petit peu compliqué. Bon, c'est pas le lieu ici de vouloir résoudre ça. Hein. Mais voilà, de montrer simplement comment on généralise, si vous voulez, ici le U égale LDI sur DT. Hein. Donc il faut, voilà, on peut pas... Bon, U égale LDI sur DT, c'est facile, on a une convention récepteur, pof, on y va. Là, il faut être quand même un petit peu plus prudent. Hein. Il faut être quand même un petit peu plus prudent. Voilà. Hein. Mais sinon, ensuite, bon, on retrouve bien les signes qu'on aurait eu si on avait simplement posé U égale L sur des... LDI sur dt, puis si les M valait 0, on retrouve bien la même chose. Voilà. Donc, bon, on a fait un petit peu le tour de la question. Il nous restera qu'un aspect énergétique à voir, mais je vous enverrai, je pense pas ça aujourd'hui, de manière à vous permettre déjà d'absorber tout ça.